Bonjour et bienvenue dans la 7ème vidéo de cette série de partage spéciale Star Wars. J'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, je suis vraiment désolé de l'apprendre, je vais pas pouvoir faire grand chose à part vous proposer ce petit contenu audiovisuel qui va nous plonger dans le style artistique du maestro, comme on l'appelle. Alors d'abord un petit point sur le plan. On a déjà vu que le style de John Williams était influencé par celui de compositeurs romantiques et modernes, notamment via des procédés d'harmonie caractéristiques, mais était aussi guidé par les contraintes de l'image. Sauf qu'il y a pas mal d'éléments qui forment une spécificité de John Williams. Des procédés qui caractérisent sa musique et qui vont souvent nous permettre de reconnaître son identité. La première chose qu'on remarque quand on écoute les musiques dans Star Wars, c'est comment beaucoup de morceaux reposent sur le développement d'un thème musical. Chaque scène peut offrir un motif récurrent. Un thème au sens classique, donc un motif musical développé au cours du morceau. Pas un leitmotiv qui, petit rappel, a deux particularités en plus. 1, il est clairement associé à un élément clé de l'histoire, et 2, il est récurrent dans l'œuvre entière. Pour vous en convaincre, il va falloir passer par l'énumération d'exemples, et je vais en tirer un de chaque épisode de la saga. Là, clairement, vous vous rappelez peut-être que ce motif, qu'on a déjà évoqué d'ailleurs en parlant des modulations, bref, est repris dans tout le morceau. L'exemple le plus frappant est sans doute le morceau qui illustre la bataille de Hoth et qui offre de nombreux motifs exclusifs à cette scène. Et celui-là. Tellement parfait ce morceau, il me fout une patate, je vous jure. Non mais pourquoi tout le monde parle de Duel of the Fates et pas de The Flag Parade quoi? C'est à cause des chœurs, c'est épique! Oh putain. Dans ce morceau, on a deux exemples. Ça, c'est un motif qui ne va être joué que dans la scène du temple Jedi, mais le même morceau se poursuit dans la scène suivante, et là, on a un nouveau motif qui va durer jusqu'à la fin. Ça débouche au passage sur mon moment préféré de la musique de l'épisode 3. Il fallait que je casse ce passage, il est ouf. Voilà, ça c'est fait. Je l'avais déjà fait? Pas grave du tout. Et la variation.
Bon, je crois que vous voyez. Alors certes, c'est pas spécifique à ce compositeur, hein, et oui, ça ne concerne que peu de morceaux. Mais on ne retrouve même plus ça dans la construction des morceaux de musique de film aujourd'hui. Dans le même genre, bien que la musique de notre Johnny Dude s'appuie souvent sur des ostinatos, des motifs normalement répétés inlassablement, ceux-ci n'en sont pas vraiment tant ils sont constamment variés. Les rares fois où il fait répéter des mesures, ce n'est pas sur tout l'orchestre, mais que sur peu d'instruments, le reste jouant des choses variées dans leur coin. Et ce n'est que pour quelques mesures, alors que d'autres compositeurs n'auraient eu aucun scrupule à faire ressembler leur partition sur plusieurs pages. Dans l'ouverture, déjà, beaucoup auraient rendu cette montée de cordes plus monotone, faite de motifs identiques, transposés, comme ça par exemple. Mais non, God Williams varie ses sous-unités, et ça donne ça. Je penche pour une simple raison d'évitement de l'ennui musical, la recherche de moins de simplicité et d'évidence. Tiens, encore dans The Snow Battle, écoutez bien le motif au piano. Il semble très répétitif, mais régulièrement, William Su amène de la variation. La musique va donc systématiquement éviter les répétitions strictes pour rester toujours imprévisible. On va rentrer dans le détail en discutant de la liberté dans les mélodies et dans l'harmonie. La musique de Bossy Willie est riche et libre. Par exemple, ce qui rend ces mélodies si singulières, c'est qu'en plus d'être parfois sur des gammes un peu exotiques par rapport aux majeurs ou aux mineurs habituels, elles vont mélanger des petits intervalles avec des intervalles plus larges que la moyenne, comme des septièmes par exemple. Je suis persuadé que le choix des intervalles n'est pas anodin. Premièrement, ces mélodies peuvent amener facilement à une nouvelle tonalité si Williams Domo se sentait d'amener une modulation à ce moment. Une mélodie atonale sans harmonie d'accompagnement permet facilement ça. Mais je pense surtout que c'est le mélange des caractères intrinsèques à chaque intervalle qui dirige leur utilisation. Les quartes et quintes justes sont stables, représentent souvent l'héroïsme et la confiance. Les intervalles majeurs, comme les secondes majeures, les tierces majeures et les sixtes majeures, sont caractéristiques de l'optimisme, la bienveillance, la victoire. Au contraire des mêmes intervalles mais mineurs, seconde, tierce et sixte mineures, qui sont associés aux émotions plus sombres, l'échec, le danger, la mélancolie. Les intervalles de triton, donc quarte augmentée ou quinte diminuée, vont plutôt amener avec eux une connotation maléfique dans l'imaginaire populaire. Peut-être que les septièmes et au-delà inspirent alors le mystère, l'incertitude ou l'exotisme. Bref, tout ça pour dire qu'en mélangeant ces intervalles, le compositeur communique toutes les idées qui leur sont associées et qu'on perçoit inconsciemment. C'est une hypothèse, ok ? Ici, c'est évident. La tonalité et ces intervalles inhabituels symbolisent la confusion de Anne qui sort de sa petite séance de torture. Encore de la musique figurative, tiens. En tout cas, ces mélodies sont souvent surprenantes. Là, c'est joué au bois, donc l'ambiance est douce, mais souvent, on aura quelque chose de plus sombre. Et forcément, les mélodies atonales se distinguent encore plus sur ce principe. Ici, l'effet me semble osciller entre le mystère et la tristesse. On a aussi souvent des descentes de triton pour un effet inquiétant.
Et on constate beaucoup de sixte dans ces mélodies. Mais on retrouve même ces grands intervalles dans les motifs plus rapides de tension pour les scènes d'action. Même genre, cette montée en puissance écrite en triolet de croche, aux cordes, est complètement imprévisible. Elle alterne des intervalles faibles et larges et ça marche du tonnerre, c'est jouissif! Ah oui, le kiff! Mais le plus souvent, ça va être des mélodies de cordes graves, lentes, pour un effet inquiétant, qui varie les intervalles, mais aussi le rythme. Et ça fait Star Wars, parce qu'on en a plein. Bon, on va s'arrêter là, je pense vous avez saisi et vous avez déjà ce genre de texture dans l'oreille. On parlait de l'emploi récurrent des sixtes. On retrouve cette idée dans l'harmonie également. Là, le motif rythmique joue un si en continu alors que les trompettes jouent un accord de sol majeur. Le si et le sol forment un intervalle de sixte mineur. C'est particulièrement le cas dans l'épisode 5, et j'ai une hypothèse pour expliquer ça d'ailleurs. La succession de deux accords mineurs ayant un rapport de sixte mineur entre eux, c'est la base harmonique du leitmotiv de Vador, la marche impériale. Et c'est particulièrement évident après la citation de ce thème justement. Pour moi, ça montre l'omniprésence de l'ombre de Vador et de l'Empire dans le film. Le leitmotiv de Vador est ainsi subtilement dissous dans toute la partition. C'est trop bien! Ici, en plus de ce rapport de sixte mineur, le motif des bois est sautillant et joue des accords mineurs parallèles d'un écart de seconde majeure entre eux. Une seconde majeure, c'est un ton entier, et on l'a vu, on l'associe plus volontiers à des impressions plus positives que les demi-tons, par exemple. Il est clair que le motif donne la sensation que le groupe de Han et Leia nargue l'Empire en se cachant juste sous son nez. C'est terrible! Mais ces rapports de sixte arrivent dans d'autres épisodes aussi pour évoquer le danger. C'est la première justification de l'utilisation de ces accords dans la musique de film. Dans la post-logie, on a souvent cet effet mais sans les accords, juste avec une note.
Il y a un autre procédé d'harmonie qui revient souvent dans Star Wars. Vous vous rappelez de cette texture si caractéristique? On en a parlé dans la partie sur l'harmonie. Plusieurs accords joués en même temps. Ça commençait déjà avec la fin du thème d'ouverture, on se rappelle. Le meilleur. Alors celui-là il est costaud. Ou ça peut aussi juste être un accord parfait avec une basse étrangère à cet accord, ce qui s'apparente à de la polytonalité. Bah voilà, ça aussi c'est typique de la musique de Star Wars. Mais assez parlé de la hauteur des sons, je crois qu'on en a dit déjà beaucoup sur l'harmonie. Non, il y a un autre aspect capital de la musique qui montre la liberté d'écriture chez notre cher JT. C'est le rythme, bien sûr. Eh oui, en plus de l'harmonie, le rythme est très libre. Les mélodies, les motifs, les ostinatos proposent constamment des rythmes imprévisibles, des contretemps, des figures de notes variées, mêlées. La dimension rythmique est vraiment poussée hyper loin. Alors déjà, ça commence par les signatures de temps. Vous savez, c'est les chiffres en début de mesure qui indiquent le nombre de temps. 4-4, c'est le plus courant. Ça signifie que chaque mesure sera divisible en 4 noirs. 3-4, c'est assez courant aussi, c'est 3 noirs par mesure. Aujourd'hui, la plupart des morceaux de musique, je parle de n'importe quelle musique, va se cantonner à une signature temporelle du début jusqu'à la fin. Ça n'arrive quasiment jamais chez Willie OG. Les signatures de temps sont très variables. Alors la première raison, c'est que le montage du film dirige le rythme. Il faut parfois allonger des mesures ou en raccourcir pour synchroniser la musique à un cut ou une action visible à l'écran. Là, par exemple, on allonge d'un temps cette mesure pour que le début des accords qui doit coller au cut sur Ré commence bien sur le premier temps de la mesure suivante. Et on a même changé le 4-4 en 3-4 pour que la cymbale frottée synchronisée au mouvement du sabre commence elle aussi sur une mesure. Mais souvent, c'est aussi juste pour créer de l'inattendu, du dynamisme et de l'action. Là, on passe de 2 temps de noir par mesure à 6, puis à 4. Et là, regardez, 3-8, puis 4-8, puis 4-4, puis 6-4, puis 2-4, puis 4-4, puis... Non mais arrête-toi! Vous en verrez d'autres quand on présentera les leitmotifs. Mais en plus de signatures de temps très variables, c'est les rythmes eux-mêmes qui sont riches, variés, déstructurés, imprévisibles. Je l'ai dit, on a beaucoup de contretemps. Des notes qui commencent sur un temps faible ou entre deux temps forts, ce qui crée un décalage rythmique parfait pour l'action ou le chaos. Ou juste pour créer des musiques stylées. On voit bien le décalage d'un demi-temps ici, et au passage, le mélange entre rythme binaire et ternaire avec les triolettes et trompettes. Cette richesse rythmique est accentuée par toutes ces articulations. Les notes accentuées, piquées, liées. Voilà, donc résumons. L'écriture musicale chez John Williams est très libre. Les règles académiques sont tellement maîtrisées qu'il va sans problème s'en émanciper, tout en conservant une esthétique acceptable pour le grand public. Voilà ce que j'appelle une musique riche et complexe. Voilà ce que j'appelle une grande exploitation de l'orchestre. Les libertés harmoniques, mélodiques ou rythmiques vont se retrouver dans divers petits effets d'orchestre récurrents dans la musique de John Williams. C'est tous ces éléments motiviques, rythmiques ou de texture qui vont immédiatement nous rappeler son style. Vous allez vite voir de quoi je parle.
La musique de Padre Williams, elle est riche et libre, si bien sûr on prend en compte ce qui se faisait avant les années 1930, donc avant l'arrivée des courants contemporains, le sérialisme, la musique spectrale, Schoenberg et compagnie. On peut dire qu'on retrouve dans sa musique presque tout ce qui existait en musique orchestrale, en termes d'harmonie, de rythme, d'orchestration et de jeu instrumental. Mais certaines choses vont revenir régulièrement, comme en littérature, des mots ou tournures de phrases qui reviennent souvent et vont montrer un certain goût de notre bon Big J pour des motifs, des orchestrations et des textures bien personnelles. Un des effets musicaux les plus identifiables, c'est les à-coups aigus, le plus souvent de bois, qu'on peut entendre dans des scènes d'action ou de tension. Ah, vous reconnaissez ça, hein? Pour décrire en détail, ce sont des accents dans l'aigu, faits de notes courtes et détachées, toujours au bois, mais généralement doublés par d'autres instruments possédant une attaque nette. Ces à-coups sont souvent appoggiaturés et sur des rythmes irréguliers, donc presque toujours imprévisibles. Alors j'explique. Là, sur un extrait qu'on a déjà vu, mais il est parfait pour illustrer aussi ce dont on parle, on a des accents simples de bois doublés au xylophone. Ici, certaines notes sont accentuées par un glockenspiel. Des à-coups aigus de bois ou de cordes simples n'auraient pas la même personnalité que ceux de Will Hooney, puisque, on vient de le voir, lui va très souvent les doubler avec des instruments assénant une attaque très marquée, couramment le xylophone. Ou alors, même s'il n'y a pas de xylophone, il y aura des appoggiatures avant les notes principales. Ça veut dire que les notes, ou certaines, vont être précédées d'une ou plusieurs notes rapides. Et là, tout de suite, ça rend l'effet bien plus percutant et ça donne au style musical une plus forte personnalité. Ces appoggiatures correspondent le plus souvent à une descente d'un demi-ton, mais parfois d'une octave. Leur son sec est très figuratif, il m'évoque des chutes de grêle ou de coups, en tout cas un danger. Ils sont utilisés presque toujours sur des rythmes décalés, imprévisibles. C'est confus et chaotique. On avait déjà des prémices de ces accents aigus dans l'épisode 4. Mais c'est sur les films suivants qu'il se révèle vraiment. Mon passage préféré avec ce procédé dans l'épisode 5. Oh, c'est bon! On pourrait aussi imaginer que Williams a puisé dans l'imaginaire du xylophone dont le son squelettique était utilisé dans la danse macabre ou dans Fossiles du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Un autre truc pour lequel vous allez peut-être dire « Ah, mais oui, j'avoue !» c'est les interventions très caractéristiques des cuivres qui vont jouer un motif descendant de ce style. Il donne un effet figuratif d'une chute à l'image, un effet conclusif, dramatique ou d'échec. On peut avoir des choses très simples comme l'arpège d'un accord très standard, là c'est juste un accord de La bémol mineur. Mais souvent, c'est une suite d'intervalles variés, encore et toujours. On va mélanger des secondes, des tierces, des quartes ou des quintes. Et le rythme n'est jamais régulier. Souvent, il s'accélère. Sinon, il y a les fameux glissando. Ah ouais, eux aussi, ils sont particulièrement caractéristiques du style de John Hooney.
Les glissando, ces enchaînements très rapides de notes conjointes, surtout exposés par les bois à l'unisson ou en octaves parallèles. Parfois avec des cordes. Ou même à la harpe. Ça, c'est pour créer du mouvement, de la dynamique, amener des transitions. On en a déjà parlé, ça peut être figuratif pour accompagner un geste ou un passage de vaisseau à l'image. On a majoritairement des montées strictes de gamme majeure ou mineure. Mais on a quand même souvent des gammes plus exotiques et des degrés parfois sautés. Bon exemple, ça c'est un trait de bois qui commence sur une montée de gamme diminuée, mais qui termine sur une gamme majeure double harmonique. D'ailleurs, dans ces glissando, on a parfois des mélanges de rythmes également. Là, c'est des groupes de sextolets et d'heptolets de double croche alternés. Ce sont des temps découpés respectivement en 6 ou en 7 parties égales. Fort! Ou ici des quintolets, donc des temps découpés en 5, mélangés à des doubles croches normales, qui découpent donc un temps en 4. Et ici c'est la fiesta, on mélange des heptolets, sextolets et quintolets. Comment ils jouent ça, sérieux? Les glissando sont un procédé courant dans la musique romantique et post-romantique. Ici un exemple tiré du concerto pour violon de Béla Bartók, une des influences de Williams. Ou du célèbre Also sprach Zarathustra de Richard Strauss. Et même déjà dans la période classique avec Mozart. Les glissando ininterrompus sur plusieurs mesures à la harpe permettent de maintenir du mouvement constant dans l'arrière-plan musical pour signifier l'attention, l'inquiétude, l'action, le tourment ou alors diffuser un mystère continu. Désolé d'avoir mis cet extrait, c'était juste pour la harpe. Il y a un grand classique dans les percussions, c'est de ponctuer la musique par un coup ou un petit trémolo de timbale en milieu de mesure, après le premier temps. Celui-là, c'est typiquement pour la synchro avec l'action. Ça sent que je kiffe. Dans le même genre, on repère souvent le combo timbale, puis coup de cymbale en décalé. Un effet simple mais que j'adore. Ah, les cuivres qui sont aussi prépondérants dans la musique de Papy Williams, on le sait. Leur puissance et leur vélocité permettent des moments nerveux grâce à leur staccato, les notes courtes et détachées des autres. Classique! Ici, des accords parallèles sur mouvements mélodiques typiques.
Belle phrase avec des staccatos de trompette effrénés et des ponctuations d'accords staccato au trombone en soutien dans le grave. Et bien sûr, le rythme héroïque classique, tada! Ou les fameuses montées d'escalier qui sont des suites d'accords ascendants répétées par 3 ou 4 souvent. Ça aussi, ça commençait dès le thème d'ouverture des films. Et le plus beau, voilà, et si on mélange tout ça, on se retrouve parfois avec des phases musicales bien jouissives de ce style. Oh là là, j'adore. J'espère que vous aussi, hein. Moi en tout cas j'adore. Vous aussi, c'est bien. Bon, bah voilà, tout ça là, tout ce qu'on voit depuis le début, c'est les fondements du style de John Williams pour Star Wars. Mais vous le savez bien, ces bandes originales reposent bien entendu sur les thèmes et les leitmotifs. Et c'est pour ça que j'y consacre les 9 prochaines vidéos. Une par film, bien entendu. Alors je vous retrouve très bientôt pour un shot de gros kiff avec les tout premiers leitmotifs composés pour la saga Star Wars, ceux de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Alors montrez votre soutien en likant, partageant et commentant. Je lis tous les commentaires, ah bah oui, c'est mon seul plaisir après la bouffe, donc vraiment lâchez-vous. Je vous embrasse très fort. Bisous!